Stolpersteine, donc ça c'est un pluriel. Donc vous avez donc ici une Stolperstein sur lequel est écrit donc, en allemand. C'est toujours écrit dans la langue du pays dans lequel donc, on se trouve, puisque ça s'adresse au peuple, aux populations, aux gens qui vivent autour de ces endroits. Donc, Stolperstein, est-ce que c'est le plus... Oui, c'est le plus grand monument décentralisé de la Shoah au monde, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on peut s'interroger sur l'importance du street art au secours de l'enseignement de la Shoah, puisque c'est comme ça que ça a quand même été présenté au départ donc en Allemagne. Est-ce que c'est une idée géniale ou pas? Je vous laisserai à la fin de la conférence en décider personnellement. Alors, tout d'abord, le contexte. Bon, je dois vous dire aussi que je travaille dans le cadre des Stolperstein sur le cas de l'Alsace, et en particulier sur le cas donc de Strasbourg. Donc, Strasbourg, c'est un travail qu'on a commencé en équipe avec l'ORT de Strasbourg, et en particulier 5 personnes. Qui sont des enseignants-chercheurs, qui sont des psychiatres, qui sont des professeurs, qui avaient voulu, et on va dire dans un premier temps, peut-être écarter le projet. Donc je pense que l'objectif de la première réunion, c'était de dire on ne le fera pas. Mais on m'avait demandé de préparer une conférence pour essayer d'expliquer les jeunesses du projet et quels étaient les arrière-plans de ce projet. Alors, malheureusement, je me suis un peu attachée au projet quand j'ai commencé à le préparer. Et donc, la conférence, pour moi, c'était pas question que ce soit un enterrement de première classe. Pour moi, c'était, si on le fait sérieusement. Et on va à fond. Et donc, du coup, finalement, j'ai contacté également d'autres enseignants qui ont dit, mais oui, absolument, nous, on a besoin de ce type de projet pour pouvoir travailler avec les élèves sur quelque chose de local, de concret et qui les intéresse. Alors, suite à ça, nous avons commencé à nous renseigner, puisqu'il faut un certain nombre d'autorisations pour que ces Stolperstein puissent être déposées. Elles sont sur l'espace public, sur le trottoir, qui appartient évidemment donc, à la mairie, à la voirie, etc. Après, ça dépend un petit peu de l'endroit où on se trouve, parce que ça peut encore être un tout petit peu plus compliqué que cela, en fonction donc, de si c'est un espace protégé, si c'est un centre-ville, si c'est un centre piéton, etc. Donc, en fonction de l'endroit où ça se trouve, c'est plus ou moins compliqué. Donc, on a mis à peu près 3 ans. Le consistoire, on a eu un changement de rabbin. Donc, le rabbin qui était contre a pris sa retraite et a été remplacé par un rabbin qui était absolument pour. Ensuite, donc, il y a eu toutes des circonstances, également un contexte qui a fait que ce projet s'est développé. Donc, le deuxième contexte, c'était la mairie, parce qu'une fois que la mairie a dit que le consistoire était OK, donc on s'est dit, c'est super. Donc, dans ce cas, on a eu un appui total des politiques. De droite, de gauche, ça n'avait aucune importance. C'était vraiment l'objectif étant véritablement de travailler sur la thématique. Et puis, donc une fois qu'on a eu le consistoire, plus donc la mairie donc, qui finance le projet, plus, plus les familles qui ont tout de suite adhéré d'une manière massive au projet, donc du coup, on s'est trouvé entraîné dans quelque chose qu'on n'imaginait pas, puisqu'il y a 850 personnes qui ont disparu à Strasbourg pendant la Shoah. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement poser 850 Stolperstein, ça veut dire faire des études, recherche en archives, recherche familiale, pour 850 personnes, ce qui est un projet juste assez complexe. Donc actuellement, donc je vous dirai un tout petit peu plus tard où on en est, simplement comment ce projet est né. Donc le contexte historique en Allemagne, la spécificité de la mémoire allemande de la Shoah après 1945, c'est évidemment ce qu'on a appelé la suite, l'héritage du silence distingué. C'est-à-dire qu'en fait, la deuxième génération, les gens qui sont nés tout de suite après donc la Shoah, c'est le cas donc, de cet artiste allemand, dont je vais vous reparler tout à l'heure, ont hérité directement du silence de leurs parents. Alors pourquoi un silence? Donc un silence, d'abord un silence sans doute un silence coupable, ensuite un silence aussi pour essayer d'oublier sans doute,
chose. Et puis, du coup, c'était aussi essayer de transmettre une image qui n'était pas trop négative pour ne pas perdre l'autorité sur les enfants. Et ce silence a eu comme conséquence que la deuxième génération, on a eu aussi la bande Abadère, on a eu quand même pas mal de révoltes, on a eu des mouvements qui n'ont pas forcément supporté le silence de leurs parents. Ça c'était pour simplifier, un homme, donc Günther Demnig, né en 1947, donc juste dans cette génération-là, est typiquement, on va dire, représentant des interrogations qu'il a pu poser à ses parents. Alors, en particulier son père, et il trouve un jour une photo, quand il a 13-14 ans, dans un placard, dans un tiroir, et sur cette photo, il voit son père en vêtements de la Wehrmacht, en costume de la Wehrmacht, en uniforme de la Wehrmacht, et puis également, il voit aussi son père par rapport à une photo il faisait partie du groupe Condor. Donc, du coup, Condor c'est connu pour l'Espagne, Guernica, etc. Donc, du coup, il interroge son père et il lui dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux nous raconter? Et le père refuse. Silence. Et là, le fils recommence, 6 mois plus tard. Silence. Et là, le fils décide pendant 15 ans de ne plus parler à son père. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a pu avoir un impact sur le choix de vie de cet homme qui a décidé d'étudier l'histoire d'abord. Parce qu'il s'est dit, puisqu'on ne veut rien me raconter, on va peut-être au moins essayer d'en savoir plus par ailleurs. Et aussi, il a été très déçu de ses cours d'histoire, puisque dans les cours d'histoire, on ne lui a pas appris grand-chose non plus à cette époque-là, tout de suite après les années 40, c'est quand même très vite. Hein. Donc là, il n'y a pas non plus une information, donc il est déçu. Et il est en attente d'autre chose. Alors il va faire des études d'art en même temps, et des études de pédagogie. Donc c'est l'histoire d'une vie, tout à coup, il va être embrigadé dans un projet qui va plus tard devenir le but de sa vie. Donc, alors voilà, ce jeune homme, donc ça c'est une photo qui date de 1990. Là, qu'est-ce que vous voyez sur la photo? On peut tracer un trait avec craie. Ouais, la craie c'est presque juste. C'est très intéressant le mot craie. Parce que la craie, marqué, ouais, qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qu'il fait? Séparation. Ouais. Ligne droite, ouais. En tzigane, ouais. Alors là, on est en 1990 et il y a une commémoration qui est organisée à Cologne pour commémorer la déportation des tziganes. Il y avait 1000 Roms et Sinti qui ont été déportés de Cologne déjà en mai 1940. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les Tziganes sont différents, ou les Roms et Sinti sont différents en Allemagne de chez nous, parce qu'ils ont été, une grande partie d'entre eux a été sédentarisée. Donc, ils vivent dans des maisons, comme nos appartements, comme vous et moi. Et l'autre chose, c'est qu'ils vont à l'école, comme vous et moi, et qu'ils ont des professions comme vous et moi. Du coup, en fait, quand ils vont être emmenés, je peux vous raconter aussi en 2 mots aussi la spécificité de la déportation des Roms et Sinti et des Tziganes. C'est que sur un plan stricto sensu de la hiérarchie nazie des races, telle qu'elle était donnée par les nazis, ils ont un problème avec les Roms et Sinti et Tziganes. Parce que, en fait, pour eux, les Roms, Sinti, vous savez d'où ils viennent, en fait? Vous avez une idée? D'Inde. Ouais, donc ils sont ariens, entre guillemets, tels que définis par les nazis. Et donc ils sont supérieurs aux nazis au niveau de la race. C'est-à-dire que si on prend l'échelle des races, ils sont tout en haut. Et ça va être une des raisons pour lesquelles ceux qui ont fait des mariages mixtes vont être justement pas sauvés, parce qu'il y aura eu un mélange entre cette race supérieure, entre guillemets, toujours des Ariens, aura été mélangée avec d'autres gens, etc. Alors, en fait, comment ils vont quand même être persécutés, donc ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont été persécutés, mais pas au nom de
race. Ils ont été persécutés parce qu'on les a accusés d'être voleurs, menteurs, asociaux et dangereux pour la société et inintégrables, inassimilables. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui va être fait, c'est qu'il y aura une étude qui sera menée par une chercheuse à Auschwitz pour ça qu'il y avait des camps, à l'intérieur d'Auschwitz, il y avait un camp, une partie du camp qui était pour les familles tziganes. Et pourquoi les familles? Parce que les recherches étaient des recherches généalogiques. Étant donné qu'à ce moment-là, on voulait savoir si oui ou non le fait d'être voleur, menteur, asocial, c'était quelque chose qui était génétique ou pas. Pour savoir, à cette époque-là, on faisait une demande de raconter l'histoire des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents pour essayer de voir s'il y avait eu des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui avaient été voleurs, menteurs, arrêtés, etc., tout ce qu'on voulait. Alors là, pendant un certain temps, les réponses de la recherche ne sont pas données. Donc, vous connaissez tous la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942. Est-ce que vous avez une idée de quand le décret Himmler date pour les tziganes? C'est-à-dire, c'est au moment où la chercheuse va donner son résultat. Avant 40. Voilà, donc oui, attention, parce que là, c'est encore la différence entre la déportation et puis la décision d'une extermination, ce qui n'est pas la même chose, attention. Donc, nous, au niveau juif, on est en janvier 1942. Pour les tziganes, on est en décembre 1942, le 16 décembre 1942, décret Himmler. Donc, en fait, on a déjà des Roms et des tziganes en mai 40 qui sont déjà déportés. Ils vont être utilisés pour construire les camps. En fait, ce que vous voyez ici, c'est une machine qu'il a créée lui-même, qui ancre avec normalement de la craie. C'est pour ça que votre mot de craie est très très important, vous verrez pourquoi après. Parce qu'il doit aller des maisons où habitaient ces gens jusqu'à la gare de Cologne, d'où ils sont partis. Et en fait, c'est très évidemment pourquoi on les a fait faire à la craie, parce que la craie, quand il pleut, ça s'efface. Et c'est clair que Cologne, c'est pas connu non plus pour son temps, sa météo, etc. Donc on s'est dit que finalement, c'était quelque chose d'assez éphémère. On commémorait donc mai 1940, mais c'est pas une commémoration qui allait durer des générations. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé la craie par de la peinture blanche. Et oui, et il a eu des grands ennuis avec la mairie, mais malgré tout, parce qu'on voulait lui faire payer les frais de nettoyage, mais malgré tout, étant donné qu'il a quand même plu, au bout d'un certain temps, les traces ont quand même disparu. Et donc, il est repassé une deuxième fois, il est repassé une troisième fois, il est repassé une quatrième fois, et puis tout d'un coup, une dame l'arrête, une dame qui habite juste à côté d'un des endroits où il vient de partir avec son vélo, là, son espèce de vélo, et cette personne lui dit, mais mon jeune homme, vous délirez, ici, j'habite ici tout le temps, mes grands-parents ont habité ici, il n'y a jamais eu de tziganes ici, jamais. Et en fait, lui, déjà à l'époque, comme il était historien, il avait recherché dans les cadastres et dans les archives de la ville de Cologne, recensement, etc. Et donc, il avait la preuve que ces familles tziganes habitaient bien ici, dans ce quartier, dans cet endroit. Alors du coup, il s'est dit, mais c'est pas possible, parce que finalement, les voisins ne savent rien. Donc, et encore, quand il voit cette tracée de craie, il n'y croit pas. Donc, il s'est dit qu'il devait faire quelque chose, et il a décidé, quand on l'a pu autoriser à remettre ces tracés de peinture blanche et de craie, il a décidé de faire des premières plaques le long du chemin, et ces premières plaques où il inscrivait la même chose, donc mai 1940, 1000 Roms et Sinti. Donc pour l'instant, c'est le début du projet. Mais en fait, c'est le début de son idée. En même temps, donc, dans les années 92-93, en Allemagne, la mémoire de la Shoah, c'est difficile de l'enseigner à ce moment-là, parce qu'il y a une sorte de ras-le-bol. Il y a une sorte de... on en parle trop, on nous reproche toujours les mêmes choses, etc. etc. Donc c'est une période qui est un petit peu difficile. Et puis, en même temps, on va continuer, voilà, à Berlin, il est invité à partir
participé à une activité qui sont les artistes après la Shoah. Et donc dans le quartier que vous connaissez tous sans doute, d'Oranienstraße. C'est le quartier où il y a l'ancienne synagogue, la grande synagogue qui avait été... L'Acropole, voilà, c'est ça. Et donc, dans ce quartier-là, lui, il n'a pas oublié son projet. Il a toujours en tête son idée de faire des Stolperstein, ces pierres, etc. Et puis, finalement, il trouve un bouquin, alors qu'il était en train d'être dans l'exposition, un bouquin où il y a les noms, adresses, de tous les juifs qui ont été déportés de ces trucs. Il y en a 51. Et il se dit, c'est l'opportunité. Je vais faire immédiatement donc ces Stolperstein, puis comme l'expo se termine dans 3 mois, je me donne 3 mois pour tout finir, mais évidemment, en 3 mois, je n'ai pas le temps d'obtenir les autorisations. Ce en quoi il n'avait pas tort, parce qu'après, on va voir que les autorisations, il ne les aura pas avant les années 2000. Donc du coup, il fait ces Stolperstein, et puis il les dépose. Au début, il y avait beaucoup plus de texte sur les Stolperstein. Donc après, il a vraiment réduit la forme, donc c'est 10 cm sur 10 cm, donc c'est très peu, vous verrez, c'est assez petit. Et puis, là, il y a un succès fou. C'est-à-dire que ces Stolperstein, les familles viennent, elles viennent dire le Kaddish sur les Stolperstein, et il va y avoir tout à coup une sorte, il y a la mairie qui est présente, donc il y a une sorte de reconnaissance publique, mais sans une acceptation publique. Voilà, c'est quelque chose qui est une sorte de monument illégal, voilà. Alors tout à coup, il y a une famille d'Afrique du Sud qui entend parler de ce projet, et cette famille d'Afrique du Sud le contacte pour pouvoir déposer aussi à Berlin donc des Stolperstein pour leurs ascendants. Et lui leur dit, écoutez, demandez l'autorisation cette fois, vous avez le temps, donc cette fois on n'a plus d'urgence, demandez l'autorisation à la mairie et à la voirie. Et donc du coup, ils demandent cette autorisation et on leur refuse. La mairie donc, de Berlin dit non, pas question. Et donc du coup, donc lui il dit, bon bah tant pis, donc on le redépose sans autorisation. Donc ok, et là, représentation de la mairie, le maire est présent pour l'inauguration, etc., etc. Donc il y a une sorte de double langage au départ, avec une acceptation de fait du message, et puis en même temps un refus de valider, on va dire administrativement, le projet. Alors assez paradoxalement, l'Autriche, c'est le pays où ça a été tout de suite validé. Donc en 97, c'est le premier lieu où officiellement ça a été accepté. Là, c'est un groupe de syndicalistes qui ont mis en place le projet et qui l'ont défendu, et puis qui ont obtenu une autorisation, etc. Alors en fait, pour simplifier, pour ce projet, il y a eu 3 phases, donc des débuts très difficiles, dans le sens où c'était une sorte d'œuvre d'art illégale. Une création d'une équipe, c'est dans les années 2000, parce que là, il ne peut plus. Alors, son idée étant, en tant qu'artiste, il a créé un concept dont je vais vous parler très longuement tout à l'heure. Il a créé un concept, et ce concept, c'est le sien, c'est son œuvre d'art. Donc, il n'est pas question que quelqu'un d'autre lui reprenne son œuvre d'art. Et ça, vous verrez qu'il va y avoir des divergences de vues plus tard, et que cette question-là de qui a les droits sur cette idée, va être au cœur en fait, de l'évolution du projet. Alors, parce qu'en fait, chaque Stolperstein, il va la créer lui-même. Il va la créer avec une pierre, du laiton, pour que ça brille, on expliquera pourquoi après, et dessus, eh bien, il sculpte à la main le nom de chaque personne et les informations sur lesquelles je reviendrai. Mais pourquoi? Parce que, en fait, pour lui, c'est une manière, on reviendra aussi sur la signification, mais c'est une manière de dire je m'engage. Je m'engage personnellement. Je m'engage et je le fais individuellement, allemand, moi, descendant de, et c'est quelque chose, moi je n'y étais pas, mais mes parents étaient là, et donc j'ai une responsabilité, je ne suis coupable de rien, mais je suis responsable de ce que je fais de ma vie, et du coup, c'est ce message-là aussi qui est extrêmement bien passé en Allemagne. Donc création d'une équipe, parce que dans les années 2000, il y a une explosion incroyable des demandes, puisque 2010, il y a plus, donc 2005, il est obligé d'engager quelqu'un, un artiste juif qui s'appelle Friedlander, Michael Friedlander, qui habite à Berlin, et
qui fait toute la journée maintenant, sauf Shabbat, toute la journée, il fait les Stolperstein, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc il en fait 450 par mois, à la main. Et il travaille aussi tout seul. Et aussi, pour lui, il a aussi perdu une partie de sa famille pendant la Shoah. Et pour lui, c'est quelque chose aussi qui signifie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un job, on est dans quelque chose qui est dédié sa vie à un projet. Et je crois que c'est vrai dans les deux cas. C'est vrai autant du côté de Demnig, Günther, là, autant que du côté de Michael Friedlander. Alors cette équipe internationale, il a eu la chance de travailler avec une jeune femme qui s'appelle Anne Thomas, qui était stagiaire, une jeune étudiante, donc qui ne connaissait rien à la Shoah, qui arrivait de Londres elle a fait des études d'allemand, elle a une maman qui est française, un papa qui est américain, elle est née à Londres, et elle a fait ses études à Berlin. Donc en fait, pour développer le secteur international, c'était l'idéal au niveau linguistique. Et ensuite, elle s'est formée sur la question de la Shoah grâce aux rencontres qu'elle a eues avec les familles, et puisqu'elle fait ça maintenant depuis 2009, donc ça va faire 10 ans qu'elle est sur ce projet. Maintenant, il y a 9 personnes qui travaillent à plein temps sur le projet, dont une partie, donc la deuxième femme de Günther, qui travaille sur les projets pédagogiques. Et puis il y a Günther, qui lui va sur place, donc tous les jours. Donc il est sur la route tous les jours, avec son vieux combiné Peugeot. Il a toujours le même depuis les années 90. Et il va poser ces Stolperstein quotidiennement. Alors après, vous pourrez me poser des questions là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui sont interpellés par son attitude et interpellés par finalement son choix de vie. Alors l'internationalisation du projet est intéressante parce qu'il y a une symétrie avec le développement de la Task Force internationale de la Shoah, qui, elle, date aussi de 2002. C'est-à-dire que l'internationalisation du projet de Günther commence aussi vers les années 2002-2005, 2009, de plus en plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Task Force internationale de la Shoah, c'est le ministère des Affaires étrangères de différents pays qui travaille sur la diplomatie de la mémoire de la Shoah. Donc ça, c'est vu d'en haut. C'est vu donc des movers and shakers, des gens qui sont plus au niveau des processus décisionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que la différence entre ces movers and shakers et puis les projets de Günther, c'est que lui, il s'adresse au peuple, lui, il s'adresse à la population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, cette sorte d'internationalisation de la diplomatie de la mémoire de la Shoah va en même temps, et alors qu'il n'y a pas de lien entre les deux, il n'y a absolument aucun lien, parce que lui n'est pas soutenu par le haut. En fait, il n'est pas soutenu par les gouvernements, il n'est pas soutenu, c'est vraiment, on va dire, un artiste, un artisan. C'est rien d'autre au départ. Et donc, il arrive en fait à développer un enseignement de la Shoah par ce projet au niveau donc du peuple. On va revenir là-dessus, sur cette question de symétrie. Mais c'est pas du tout une relation de causalité, c'est simplement une relation on va dire, de simultanéité. Alors, une Stolperstein, c'est quoi? D'abord, une Stein, c'est une pierre. Stolpern, c'est faire obstacle, trébucher, mais ça veut dire aussi, au sens transitif, activer la mémoire. Donc ça, c'est marrant parce que c'est en allemand, mais en hébreu, c'est pareil. Dans le sens où le mot achoper en hébreu, c'est lim'od. Et lim'od, c'est la même racine que ed et edut, qui veut dire le témoin ou le témoignage, ou témoigner. Donc en fait, de quoi témoigne cette pierre? On va voir. Okay. Ensuite, qu'est-ce que faire trébucher? Est-ce que c'est physique? Non, évidemment pas physique, puisque ce serait évidemment interdit. On n'est pas dans le groupe des vengeurs qui décident de tuer 6 millions d'Allemands au hasard. On n'est pas là. Hein. On en est parce que ça aurait pu, mais c'est pas ça. Alors, évidemment, c'est inutile de revenir sur l'importance de la mémoire dans le judaïsme, puisque je pense que tout le monde connaît. Par contre, sur l'importance de la pierre dans le judaïsme, je pense que ça vaut la peine de revenir peut-être sur cette question-là. Il y avait, vous connaissez
et c'est... Si... Ouais, la pierre dans le judaïsme, je vous laisse lire un peu, c'est pour ceux qui... Eben. Alors, Eben, Abba, Eben, évidemment. Donc là, c'est la transmission par la pierre. Mais donnez-moi d'autres exemples dans le judaïsme de l'importance de la pierre. Oui, la pierre dans le judaïsme. Sur les tombes, exactement. Alors, expliquez-moi. Quelle est la symbolique de la pierre sur la tombe? C'est Eben. Oui, il y a ça, mais d'où ça vient? Alors, il y avait aussi les morts retrouvés sur les chemins et déposer une pierre oui. pour ne pas que les Cohen approchent de la tombe. Voilà, il y a deuxième interprétation. Ensuite, il y en a au moins 5. Alors, allez-y, hein. Du temps de David. La fronde. Pardon? La fronde. Oui, c'est une idée, oui, absolument. Mais moi, je pensais à autre chose. Je pensais, ouais, c'est une idée. J'accepte. Mais moi, je pensais justement aux 2 sacs, c'est-à-dire les sacs qu'on avait quand on était un berger et qu'on nous confiait des moutons et qu'on avait, on savait peut-être pas forcément très bien compter quand on était berger à l'époque, et on avait 2 sacs, un sac à droite et un sac à gauche avec des pierres. Et d'un côté, il y avait le vivant, et chaque fois qu'on perdait un mouton qui était mangé par une bête sauvage ou qui disparaissait, on prenait une pierre du sac des vivants pour le mettre du côté du sac des morts. Ok. Donc je crois que ça c'est aussi quelque chose à... Donc on est là dans une pierre, cette Stolperstein, cette pierre-là, c'est aussi une pierre où on est du monde des vivants, passé au monde des morts. Et ensuite, après, on va repasser à autre chose. On va voir à quoi on repasse. La pierre, autrement, tu peux expliquer en 2 mots? Non, il faudrait juste que tu dises quand même que c'est une hypothèse. Oui. Et qui explique que les 5 lettres oui. qu'on met dans les tombes... Sur les tombes. Et qui correspond à un verset de l'époque, voilà. Justement, de David, oui. Où on dit que son nom soit rattaché au faisceau des vivants. Oui. Mais les faisceaux des vivants, ça ne veut rien dire. On connaît les faisceaux fascistes, ouais. Mussolini ou autre, mais les faisceaux, ça ne veut rien dire. Et il faudrait entendre là, à la place de faisceau, le sac des vivants. Donc l'hypothèse était que c'est une hypothèse de travail. Hein, oui, tout à fait. Texte talmudique, comme quoi on avait 2 sacs, un pour les morts et un pour les vivants, et celui qui meurt, on espère qu'il restera dans le sac des vivants. Il n'ira pas dans le sac des morts. Voilà. Absolument. Maintenant, l'autre, il y avait, comme il dit, les Cohen peut-être, mais c'était les grosses pierres, on en mettait aussi pour éviter que les bêtes ne viennent déterrer les cadavres. Donc toute personne devait remettre une pierre pour que le corps soit... Tout à fait. Et autrement, il y a aussi dans une légende juive ancienne, pendant la construction du temple de Salomon, les hommes de la carrière avaient enlevé une pierre qui semblait impropre à la construction. Donc ils avaient des carrières, des pierres à préparer. Et donc à un moment, cette pierre, elle reste sur la route. Et puis on l'oublie. C'est une pierre d'achoppement. Et à la fin de la construction, on finit par la retrouver au fond de la vallée parce qu'on cherche une pierre qui soit finalement la pierre angulaire. Et cette pierre d'achoppement, on s'aperçoit que c'était la pierre angulaire. Et on reviendra sur cette histoire en réfléchissant un tout petit peu sur de quoi finalement ces Stolperstein peuvent-elles être la constitution d'une pierre angulaire, de quel édifice. Et ça, on conclura peut-être là-dessus, on réfléchira peut-être là-dessus. Alors ensuite, l'importance du nom dans le judaïsme, évidemment, dans le Talmud. Donc là, c'est Gunther qui rencontre un rabbin qui lui dit si on oublie le nom de la personne, évidemment, la personne, voilà. Yad Vashem, donc un monument et un nom. Et en même temps, on reviendra sur le Yad Vashem, parce que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que c'est le Shem et qu'est-ce que c'est en même temps le Yad? Je montrerai d'autres monuments à la Shoah qui réfléchissent et qui conçoivent autrement le Yad Vashem. Donc les étapes concrètes. Donc d'abord c'est une initiative personnelle, c'est-à-dire que quand vous voulez poser une Stolperstein pour votre grand-père, pour votre grand-mère, pour votre cousin, pour votre frère, etc., c'est vous qui décidez. C'est vous qui dites je veux une Stolperstein pour quelqu'un de ma famille. Ok.
c'est pas quelque chose qui peut venir d'en haut. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans tout à coup, je sais pas, une mairie, un gouvernement et autres qui dirait on va construire donc ces mémoriaux quelque part. Ça voudrait dire que les familles qui sont totalement anéanties n'auront jamais de Stolperstein. Pardon, j'ai pas compris, excusez-moi. Si des familles ont disparu Oui, complètement. ceux dont les familles ont totalement disparu n'auront pas de Stolperstein. Alors non, parce qu'en fait, il y a un vrai débat sur cette question. Il y a eu plusieurs débats sur la question de qui sont les victimes que nous allons choisir. Et par exemple, à Strasbourg, nous avons résolu la question en disant que lorsque nous choisirons des familles qui n'ont plus de descendants et qui n'ont plus de survivants, c'est le grand rabbin qui fera office d'autorité morale et de représentant de ces personnes. Alors vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'ils n'étaient pas religieux. D'accord, ok. Mais on va dire que dans un premier temps, on a résolu ce problème comme ça. Alors c'est sûrement pas parfait comme résolution, mais ça permet en tous les cas d'exclure personne. Donc, par rapport aussi au fait de la durée, c'est que finalement, les listes des gens qui ont disparu, ça on les a. Disons qu'on va dire que oui. Mais on n'a pas les 6 millions. Non, on n'a pas les 6 millions, mais on a 4,5 millions de personnes, on est d'accord. Mais disons que ces 4,5 millions de personnes, pour l'instant, on a les listes, on sait que ces personnes ont disparu, on a des témoignages à Yad Vashem, et je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens, et ça complète. C'est intéressant, c'est que lorsqu'on fait ce travail sur les Stolperstein, et qu'on rencontre des témoins, et qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont pas témoigné à Yad Vashem, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur demande, la première chose, c'est de compléter donc les fiches de Yad Vashem. Pour nous, c'est une priorité. Parce que là, j'ai été il y a quelques mois à Jérusalem. Oui. Ils ont trouvé mon grand-père, ma grand-mère, une tante et 2 oncles de la famille Zilberman, du côté de ma mère. Elle a appuyé sur l'ordinateur. Ouais. C'est facile. Mais maintenant, vous pouvez même le regarder depuis ici. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a, donc vous allez sur yadvashem.org, ensuite vous allez sur collection digitale, et ensuite vous allez sur la database, et vous avez exactement elles ont toutes été scannées, donc vous pouvez avoir accès à toutes les feuilles de témoignage. Mais c'était mieux à Jérusalem. C'est vrai. J'avoue. Et puis maintenant, je sais où ils sont enterrés. Ils sont enterrés dans un ordinateur à Jérusalem, c'est ça. Alors ça, c'est une question sur laquelle on va revenir, cette question-là. Juste Oui. sur ce que disait monsieur avant, tu as parlé de 1000 personnes à Strasbourg, Oui. 850 personnes à 1000, il n'y a que 20 pierres qui vont être placées, ça montre la proportion. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on espère bien poser les 850. Mais en fait, on commence par 20 parce que c'est un travail qui est gigantesque. Là, on est une équipe, moi je travaille à plein temps dessus depuis quasiment 1 an. J'ai 5 étudiants qui travaillent avec moi. Les étudiants, c'est pour 1 an. Après, donc on va. Voilà. Donc, c'est un travail juste gigantesque. Donc, après, je pense qu'il va y avoir. Parce que contrairement à d'autres pays, pourquoi on est en retard en France, on va voir pourquoi tout à l'heure, c'est justement parce qu'en France, c'est pas organisé. Et c'est ça la difficulté. Si vous allez par exemple en Belgique, il y a un nombre incroyable de Stolperstein qui sont posés, c'est parce que c'est l'AMS, l'Association pour la mémoire de la Shoah, qui fait toutes les démarches administratives, qui fait toutes les demandes, toutes les autorisations, même chose en Hollande. Donc en Hollande, c'est parce que vous avez un fils de survivant qui habite Berlin et qui doit être à la retraite, j'imagine, parce qu'il passe toute sa vie à faire toutes les demandes et du coup, donc, toutes les démarches administratives, toutes les recherches, etc. Du coup, c'est pas la même chose. Je pense que si on avait la Fondation pour la mémoire de la Shoah en France, ou bien le Mémorial de la Shoah, ce qui serait encore beaucoup plus juste, étant donné que le Mémorial de la Shoah a déjà donc les fiches de Drancy et a déjà pas mal de documents. Donc je pense que ça serait, vu qu'après on va collecter plein de documents des familles qu'on va retrouver, donc ça serait vraiment bien que ce soit le Mémorial de la Shoah qui s'en occupe, qui ait cette responsabilité historique, scientifique et morale. Mais en France, j'ai rien vu, il y a déjà quelque chose. Oui, ça va venir. Ça va venir. Donc actuellement, il y en a 50 qui ont été posés en France, Bordeaux déjà en particulier. Et chez vous, à Strasbourg? Alors à Strasbourg, ouais, il y en aura 850 bientôt, mais on commence par 20, hein, comme disait mon mari. Quelle recherche vous faites? Parce que bon, les noms, on les connaît, les portées, on
parce qu'on a de la chance à Strasbourg, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'annuaire des adresses de 1939. Donc 1938 et 1939, dans l'annuaire des adresses qui se trouve aux archives municipales, eh bien on a, et qui sont en plus accessibles en ligne, eh bien on a l'adresse exacte, l'étage, le numéro de téléphone et la profession du chef de famille. Alors là, c'est un premier problème, c'est que, il faut qu'il y ait un chef de famille. C'est-à-dire que si, par exemple, les personnes déportées sont des enfants ou des femmes, mais que le chef de famille, lui, n'a pas été déporté, par exemple, ça existe, j'ai des cas, eh bien, dans ce cas-là, je ne les retrouve pas, parce que je ne retrouverai jamais, donc là, ils sont invisibles dans ce carnet d'adresses. Par contre, alors là où je vais recroiser les documents, c'est que je vais utiliser le recensement de 1936. Et dans le recensement de 1936, quelle chance, j'ai tout le monde. J'ai les parents, les enfants, les grands-parents et même les domestiques qui habitent à la maison. Donc là, on a donc les noms, les prénoms, les dates de naissance, on a tout. Entre 36 et 42. Et ben voilà. Et ben ça, non, mais attends, c'est pas non, Daniel, c'est pire que ça. C'est qu'entre 36 et 39, on peut déménager. Parce que Strasbourg, il y a quand même quelque chose de spécifique, c'est que le 1er septembre 39, toute la population est évacuée. Et donc, toute la population va se retrouver dans le centre de la France, Périgueux, tout ça, voilà. Et donc, en fait, comment je fais à ce moment-là? Eh bien, je vais chercher les fichiers domiciliaires. Alors, les fichiers domiciliaires, c'est des fiches qui existent pour chaque famille, avec l'arrivée à Strasbourg, les déménagements successifs, je me demande comment ils faisaient, parce qu'il y a des gens, il y a un taux de déménagement dans les années 30 qui est hallucinant. C'est-à-dire dans une fiche familiale, vous pouvez avoir 30-35 déménagements rien que dans les années 30. Et donc les gens ont la nouvelle adresse, la date à laquelle ils ont déménagé, etc., combien ils ont d'enfants, s'ils se sont mariés, s'ils sont divorcés, s'ils ont une double vie, enfin bon, c'est incroyable. Au niveau renseignement, c'est quelque chose qui est complètement hallucinant. Donc vous savez, je pense que c'est partout en France. Oui, j'imagine, oui. Parce que moi, j'ai contacté les gens qui s'occupent de la mémoire de la résistance et du sauvetage des Juifs en Creuse, où nous, on était plantés. Ouais, pareil. Il a tout dans l'ordinateur. Il a tout cherché, ouais. Il m'a donné. Alors, tout n'est pas encore dans l'ordinateur, attention. Alors, moi, après, je lui ai donné une photo de moi, grand comme ça. Ça l'a beaucoup intéressé, mais lui, il avait tout dans l'ordinateur. Okay. Ouais. Donc après, ça dépend des familles, parce que il y a des familles, par exemple, que je peux retrouver par profession. Exemple, les gens qui travaillaient dans la fonction publique. Donc là, j'ai leur fiche de salaire, j'ai tout ce qui peut les concerner au niveau ça, c'est valable pour les Juifs français, pas pour les Juifs étrangers. Alors, pour les Juifs étrangers qui étaient étrangers, j'ai la préfecture, parce qu'ils avaient les pires ennuis avec la préfecture. Donc, du coup, en fait, je peux les retrouver grâce à la préfecture. Ok. Alors, une fois qu'on a retrouvé donc, les Juifs français plus les Juifs étrangers, il reste les enfants. Et les enfants... 50-50, hein. C'est moitié-moitié, 150 000, 150 000. Oui, non, mais là, je suis à Strasbourg, hein, donc c'est autre chose. Okay. Et donc, du coup, les enfants. Donc, pour les enfants, donc là, il y a les archives des écoles. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir dans quelles écoles ils étaient, etc., etc. Il y a les mouvements de jeunesse. Donc, ça, j'ai pas encore eu le temps de les ouvrir, ces archives-là, mais je vais le faire. Qu'est-ce que vous recherchez? Il y a les archives des déportations. Oui. Donc, vous avez les déportations. Si monsieur X a été déporté et que vous connaissez son adresse, qu'est-ce que vous avez besoin de chercher autre chose? Parce qu'en fait, c'est l'objectif en tant qu'historien, c'est de faire une immense base de données pour faire l'histoire de chacune des personnes qui a été déportée. C'est ça l'objectif. Oui, d'accord. C'est ça la micro-histoire. Par rapport au Stolperstein, c'est un peu séparé. Ah, pas du tout. C'est-à-dire que l'objectif... Parce que le Stolperstein, il y a relativement peu d'informations. Tout à fait. Mais en fait, ce que fait la femme de Gunther, là, qui est professeure d'histoire, c'est qu'elle a lancé une base de données mondiale, et cette base de données mondiale a pour objectif donc d'écrire l'histoire de chaque victime de la Shoah pour qui on aura posé du Stolperstein. Et donc c'est ça qui est fabuleux. Et dans chaque pierre, il y a toute une histoire. Oui. Alors, parce que ce qui est intéressant, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est quand même ça qui est le plus important.
C'est-à-dire que dans la Stolperstein, on n'a pas cet élément-là. Mais par contre, avec l'iPhone, et c'est pour ça que si on n'avait pas eu Internet, si on n'avait pas eu, etc., on n'aurait jamais pu faire ce projet. Ce projet, c'est un projet de notre génération. C'est un projet qui permet le réseautage, qui permet de retrouver des familles aux quatre coins du monde, qui permet des choses incroyables. Ça, je vais revenir là-dessus. Donc, je reprends juste mes étapes concrètes. Pourquoi ça a mis 3 ans au début pour lancer? Donc, c'est qu'il fallait une initiative personnelle. Le premier qui a lancé ça à Strasbourg, il s'est pris le mur. C'était un Allemand qui était professeur d'université, professeur d'histoire, et qui a dit je voudrais créer les Stolperstein à Strasbourg pour Austin. Et là, en tant qu'Allemand, on lui a dit non. Ici, alors, la communauté juive a dit on ne veut pas m'entendre parler, premièrement. Deuxièmement, la mairie a dit si la communauté juive ne veut pas m'entendre parler, eh bien nous non plus. Et donc, ça a été fini. Donc, lui, il a travaillé pendant 1 an, et au bout d'1 an, il a dit je laisse tomber. Ok. Ensuite, l'autorisation de la mairie et de la voirie, donc là c'est fait, les recherches historiques c'est en cours, les recherches de descendants, justement pour la raison que j'en avais donnée tout à l'heure, puisque Günther voulait absolument qu'il y ait des descendants au départ pour qu'ils participent eux-mêmes et qu'on parte des demandes de descendants. Les contacts avec les familles, c'est très intéressant, ça je peux vous en parler tout à l'heure. En fait, parce que les contacts avec les familles, c'est pas si facile que ça. Dans le sens où il y a un désir évident d'avoir un maximum d'informations sur la personne qui a disparu. Il y a un désir évident de déposer une pierre, etc. Mais en même temps, c'est très difficile. C'est quelque chose qui fait remonter beaucoup de paroles, de non-dits. Et au niveau des familles, je prendrai des exemples concrets tout à l'heure, mais c'est vraiment pas facile. Mais ça vient toujours des familles. C'est-à-dire que si une famille dit on ne veut pas de Stolperstein, on ne fera jamais de Stolperstein. C'est évident que c'est toujours avec l'accord des familles. Il y en a beaucoup qui refusent? Non. Non, franchement pas. Par contre, on va dire qu'en Allemagne, il y a à peu près 5% des gens qui sont contre et 95% des gens qui sont pour. Qui est à peu près le chiffre. On va voir pourquoi. Vous parlez pour les juifs déportés? Oui. Ah non, pour les juifs déportés, on est à 99,9999% de oui. Et on est avec un 0,1% de non qui vient d'un endroit spécifique et d'une dame spécifique. Voilà. Mais autrement, pour le reste, non, c'est non. Des noms, c'est qui cette dame? C'est à Munich? Oui, c'est à Munich, c'est elle. Madame Knoblauch, qui ne peut pas supporter cette idée et qui pense que c'est indécent, etc. Alors, on va revenir là-dessus. Justement, il y a d'autres raisons. Hein, mais ça, c'est la raison officielle, mais il y a d'autres raisons. Mais c'est juif, cette dame. Bien sûr, elle est responsable de la communauté, mais il y a eu un débat au sein de la communauté, il y a eu un vote, elle a été mise en minorité, tout le monde voulait du Stolperstein. Et en fait, finalement, Günther a dit non, je ne le fais pas si elle ne veut pas. Et donc, du coup, en fait. Donc, à Munich, elles sont à la cave. C'est-à-dire qu'elles sont dans un musée, et en fait, elles attendent l'autorisation d'être déposées. Elle a quel âge, cette dame? Elle a beaucoup. Elle a beaucoup, ça. Donc, tous les espaces sont perdus. Donc, on continue. Donc, travail pédagogique. Donc là, moi, je travaille avec 7 établissements scolaires, 7 lycées de Strasbourg. Les lycéens travaillent sur l'histoire d'une famille, à chaque fois. Les écoles juives travaillent sur l'histoire d'une famille de rabbins. Une famille, ensuite, un autre lycée travaille donc avec une histoire où c'est un enfant qui habitait juste à côté du lycée et qui allait dans ce lycée. Et donc, c'est son histoire à lui sur laquelle les enfants travaillent. Mais attention, les enfants travaillent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le professeur travaille déjà avec eux depuis 1 an sur le projet. Ça veut dire qu'ils ont suivi la formation au mémorial de la Shoah. Ça veut dire qu'ils sont allés à Auschwitz, demain. Ça veut dire qu'ils vont au Struthof travailler la semaine prochaine, qu'ils ont rencontré donc un témoin survivant de la Shoah, etc., etc. Donc attention, travailler avec une école, ça veut dire un investissement des enseignants qui est extraordinaire. Et cet investissement des enseignants n'est pas possible s'il n'y a pas un accord de la direction. Il faut qu'il y ait d'abord une belle équipe pédagogique, ensuite il faut qu'il y ait un accord de la direction, un soutien de la direction absolu, et puis l'autre élément qui est très important, c'est les archivistes. Et là, on
a une chance folle à Strasbourg, c'est qu'on a une archiviste qui est complètement impliquée dans nos projets et qui nous aide, qui prépare des dossiers. Les classes viennent pendant 2 heures, donc dans les archives. Les dossiers sont déjà prêts, les enfants n'ont plus qu'à ouvrir les archives et essayer de trouver à l'intérieur, etc., apprendre à lire les archives. Est-ce qu'il y a des professeurs qui ont refusé? Non, mais Parce alors, que ouais. si on veut aller dans le 93, il y a des professeurs qui ne veulent même pas parler de... Voilà. Je pensais la même chose. Alors je pense que... Je pensais la même chose. De toute Ouais. façon, on est dans ce Alors moi je pense que c'est intéressant parce que justement la classe avec laquelle je travaille avec les 19 élèves là, et la prof musulmane, eh bien c'est justement ce genre de milieu que vous décrivez. Donc en fait ce qui est intéressant c'est de voir, moi j'ai rencontré encore les élèves donc mardi dernier pendant 2 heures. Et moi, je leur ai fait travailler sur les témoignages de Yad Layeled France. Je pense que vous connaissez tous la mallette pédagogique avec les témoignages des enfants d'hier parlent aux enfants d'aujourd'hui. Sinon, c'est quand même intéressant de regarder. Ce sont que des témoignages vrais, ce sont que des témoignages qui sont écrits sur l'avant, le pendant, et puis pour ceux qui ont un après. Ouais, c'est vrai pour nous, mais c'est pas vrai pour d'autres. Alors justement, là, ce qui est intéressant, c'est comment réagissent ces élèves. Donc il y en avait un qui réagissait un peu mal. Donc il y en a un qui se comportait un petit peu mal, et puis donc la prof musulmane elle est passée à côté de lui et puis elle en a foutu une quoi. Donc elle lui a Dans le 93, ce ne sont pas les professeurs musulmans qui refusent, ce sont des professeurs gauchos, je ne sais pas quoi. Oui. Alors là c'est pas le cas de la dame en question, hein. Là c'est un petit citoyen, on va dire une militante de la République et des valeurs démocratiques, et qui pense qu'il faut que l'éducation joue un rôle important dans la création dans ces citoyenne. quartiers perdus de la République, c'est ça. C'est pas forcément les professeurs arabes qui posent des problèmes, on ne va pas parler aux Arabes de ça, de peur de se faire passer pour... Oui, alors ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que cette femme-là, elle leur parle en tant qu'arabe. Et ça, c'est aussi intéressant. Parce qu'elle adopte un point de vue qui est un point de vue, je trouve, clair, net, précis, etc. Donc, en fait, là, il y en avait 2 qui ne voulaient pas travailler sur ce sujet. Et ces 2-là, elle leur a dit, mais c'est pas grave, hein, vous sortez, moi je ne veux pas travailler avec des gens qui se comportent mal, qui auraient comment on pourrait dire, des réflexions qui seraient inconcevables ou insupportables. Donc elle les a exclus. Donc il y en avait 2, vous avez raison Daniel, il y en a 2 qu'elle a exclus du projet. Alors après, moi je me suis dit, dans mon optimisme, que peut-être ces 2-là, on pourrait peut-être quand même leur créer une fonction. C'est-à-dire qu'après, on va voir comment on pourrait, d'une manière ou d'une autre, parce que là, ils vont quand même à l'Assemblée nationale, pour présenter leur projet. Maintenant, chaque région a un représentant mémoire. Et c'est ce lycée-là qui est représentant mémoire pour la région Grand Est. Donc, je me suis dit que peut-être il fallait voir comment, après, on pourrait, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est quand même dommage que les gens qui ont le plus besoin d'entendre, d'apprendre et d'étudier, on les mette dehors. Donc, après, c'est à voir comment les choses peuvent être gérables. Donc, c'est tout l'optimisme que vous avez. Ensuite, donc, au niveau éducation, qu'est-ce qu'ils font ces élèves? Donc, 1, ils font de la recherche dans les archives. Et 2, ils vont préparer la pose de la Stolperstein. Donc, ils seront là avec les familles et avec les descendants. Et ils vont lire des morceaux de biographie. Ils vont chanter quelque chose, ou ils vont préparer un discours, ou ils vont, etc. Donc, ils sont impliqués dans la dimension plus sociale, en fait, autour de la pose même de la Stolperstein. Alors, ensuite, l'information au public. Donc, ça, c'est si on pose des Stolperstein et que les habitants de Strasbourg ne sont pas au courant de ce qu'est une Stolperstein, ça serait dommage. Et surtout, les gens qui habitent dans la rue. Parce que ça, c'était un gros souci. On n'a pas d'autorisation à leur demander parce que c'est le domaine public. Mais on pose quand même devant chez eux des Stolperstein. Donc, en fait, devant leur entrée. Donc, la question, et c'était le cas d'une des familles avec lesquelles j'ai travaillé, qui m'ont dit, mais écoute Fabienne, on est très inquiets parce qu'on veut vraiment poser ces Stolperstein, mais en fait, on est inquiet parce que la maison, on l'a vendue à un Alsacien antisémite. Donc, en fait, on lui vend la maison et après, on lui met 5 Stolperstein devant. Donc, en fait,
ensuite, Et alors, comment ça s'est passé? non, mais ça, c'est pas à venir. encore fait. Ça, c'est encore, ouais. C'est en devenir. Voilà, c'est en devenir. C'est un projet en progrès à la tour. Donc, organisation des activités autour de la pause. Alors, ça dépend vraiment des familles. Donc, des familles, par exemple, se sont retrouvées. Il y avait, en faisant les recherches historiques, et maintenant, grâce à Internet, on arrive quand même très, très facilement à retrouver des familles aux quatre coins du monde. Et donc, dans le cas en particulier d'une famille avec laquelle je travaille, ben, toujours les mêmes avec ceux avec qui les 5 Stolperstein vont être déposés devant la maison, voilà. Eh bien, eux, il y avait une sœur qui a survécu. Et cette sœur qui a survécu, tout le reste sont morts. Et la sœur qui a survécu, bah, en fait, on n'a plus jamais eu de contact avec elle après la Shoah. Elle a eu des enfants, elle s'est mariée avec la famille qui l'a sauvée, et puis ça a été fini. Et maintenant, elle a des petits-enfants, etc. Et bien, en fait, ce projet-là a fait que tout d'un coup, ils ont contacté les enfants et les petits-enfants parce qu'elle est trop âgée, mais ils vont tous venir. Et en fait, ça a recréé quelque chose d'incroyable qui était une transmission parce que cette personne qui a survécu, elle avait transmis à ses enfants énormément d'informations. Et en fait, le reste de la famille n'avait jamais eu ces informations puisqu'ils avaient complètement coupé les relations avec elle. Et donc là, tout à coup, bah, c'est des photos qui arrivent, tout à coup, c'est des informations, des choses précises, des témoignages, comment c'était à Drancy, des choses vraiment incroyables. Et surtout, bon, on verra après par rapport à ça, c'est la famille qui va décider finalement ce qu'ils veulent dire le Kaddish. Par exemple, il y a des gens qui font des kippotes avec dessus la date de la pose de la Stolperstein. Il y a des gens, donc ça dépend, c'est tellement individuel, c'est tellement personnel. Que finalement il n'y a pas de modèle en soi. En fait là l'artiste il se met au service de la famille. Tellement au service de la famille que quand l'adresse est fausse et que la famille nous donne une fausse adresse parce qu'elle dit mon grand-père a toujours habité là, mais que les archives et tout ce qu'on a comme documents officiels disent que non, ils n'ont pas du tout habité là, et bien en fait l'artiste il dépose là où la famille veut. Parce que pour lui c'est quelque chose qui est une mémoire familiale avant tout. Et ça, c'est, contrairement à ce que vous pouvez penser, ça arrive plus souvent que moi rien que sur un petit groupe comme ça, sur 20 lieux, sur 20 lieux, j'ai 75 Stolperstein qui normalement devraient être déposés sur l'année, et bien j'ai quand même 2 cas où les familles n'habitaient pas réellement, ou là où ils ont transmis à leurs enfants et petits-enfants. Quand les immeubles ont disparu, oui. il y a le la changement de rue, rue, de paysage urbain, où est-ce qu'on met les... Alors j'ai eu 2 cas comme ça. La rue a changé de nom. Donc elle s'appelait rue du Soleil, maintenant elle s'appelle autrement. Par contre, la maison existe toujours. Donc j'ai des photos de la maison de l'époque. Et donc, du coup, bah, là, je sais très bien où c'est. Et puis, en fait, j'ai regardé, la rue a simplement changé de nom après 45. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Je mettrai devant la bonne maison, mais avec l'autre nom de rue. Ensuite, quand il y a des maisons qui ont disparu, par exemple, bah oui, justement la même famille, hein, la maison, elle a été bombardée. Donc, il y a eu, donc elle a été abîmée. Et on a des photos de la maison abîmée, etc. Et du coup, la famille, après, l'a reconstruite. Donc, bah, on met devant la maison qui a été reconstruite, simplement. L'adresse est la bonne, enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si le quartier était complètement... rasé, les rues ont été changées. Ouais. J'ai pas de cas, alors je sais pas. Là, franchement, je peux pas vous répondre parce que c'est vraiment un cas que j'ai jamais ni entendu ni vu. Alors, ensuite, le suivi, ben, c'est l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est que tous les jours, des fois 2 fois, des fois 3 fois par jour, on m'appelle pour me demander, pour déposer du Stolperstein pour des membres de la famille. L'effet boule de neige, c'est qu'une fois qu'on a quelqu'un à lancer, ben, tout le monde veut. Voilà. Combien de temps prend la pause? La pause prend 45 minutes. Comment ça se passe concrètement? La mairie a déjà préparé donc, les emplacements, les trous. Ensuite, on va bloquer les rues, donc ça c'est aussi important. Et on a, donc il y a les familles qui viennent, il y a les voisins qui viennent, qui sont associés. Et puis, parce que en particulier dans d'autres pays, c'est pas le cas pour la France, mais dans d'autres pays, c'est souvent les voisins qui payent les Stolperstein. C'est-à-dire ça coûte 120 € les Stolperstein,
et c'est interdit que ce soit payé par la famille. Ça, c'est quelque chose, l'artiste ne veut pas en entendre parler. Donc ça doit être uniquement payé par des associations, des bibliothèques, enfin des... Et la mairie paye? Alors bon, ça c'est le cas de Strasbourg. Strasbourg, c'est la mairie qui va payer. Par contre, il y a un autre projet en Alsace, donc où ils vont déposer les Stolperstein, donc eux, juste la veille de notre jour, où eux, donc c'est pas la mairie qui paye, eux, c'est vraiment les citoyens. Donc les villageois ont décidé donc, de tous participer donc, financièrement à ce projet. Quelle est la dimension de cette pierre? Alors 10 sur 10, Ah, donc ouais, c'est tout petit. Ensuite, les recherches historiques. Donc ça j'ai déjà pris, donc pour Charles Abraham. Bon, l'exemple, c'était je l'ai trouvé sur le Mémoire-Bourg. Donc moi, ma source numéro 1, c'est le Mémoire-Bourg. La deuxième source, c'est l'annuaire des adresses. Ensuite, c'est les listes de déportation donc, Klarsfeld, oui, Klarsfeld. Ensuite, donc, c'est les fichiers du mémorial de la Shoah de Drancy. Ensuite, c'est Yad Vashem, évidemment, avec pour trouver les familles. Donc ça m'aide beaucoup, Yad Vashem, parce que je cherche quelle est la famille qui a répondu, donc qui a écrit sur le témoignage. Et ensuite, donc, je cherche soit cette personne, soit des descendants. Ensuite, et alors là, Facebook me sauve la vie, parce que nous avons un magnifique site, c'est l'histoire des Juifs d'Alsace, donc patrimoine juif alsacien, etc. Et là, je mets un message en disant « Je cherche des descendants de… » dans les 5 minutes. Mais franchement, chrono, il faut le faire en main. Dans les 5 minutes, j'ai quelqu'un qui me contacte. Alors, c'est pas toujours un descendant, c'est quelqu'un qui connaît, qui pense que l'autre peut, etc. Et c'est magique. Donc, je vous dis, sans Internet, ça, c'est un projet qui serait impossible. Donc, toujours pour Charles Abraham, donc lui, ce que j'ai trouvé également, c'est donc une attestation de décès. Donc, voilà. Oui, alors tout à l'heure, quand vous me demandiez les sources, évidemment, ce qu'il y a comme source, c'est aussi les bassines. Est-ce que le but est d'arriver à faire autant de pierres que de familles, de pères de famille déportés? Oui, au départ, un nombre voilà. semblable à poser. Il y en a déjà 70 000. Il y en a 70 000. Donc 70 000 ont déjà été déposés. Donc en fait, c'est un projet qui n'est pas faisable avec un seul homme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il vive, je crois que c'est 5 740 et quelques années s'il continue au même rythme. Donc en fait, voilà. Mais voilà, je pense aussi, oui. Mais on est dans quelque chose qui ne doit pas finir. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la recherche. Ce qui est important, c'est la démarche. Et je vais revenir sur cette question-là. C'est comme un puzzle, si vous voulez. On cherche des pièces du puzzle pour avoir une vision de plus en plus claire de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est quelque chose qui est dans une horizontalité et une verticalité en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette verticalité ? La verticalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, monsieur disait, mais finalement, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces recherches historiques, vous cherchez le nom, la date de naissance, où il a été déporté, la date de déportation, hop, c'est fini, hop. Mais en fait, c'est pas ça le but. C'est pas du tout l'objectif. Donc, finalement, dans ce travail-là, c'est sûr que c'est un travail de titan, mais qu'en même temps, on voit quand même, par exemple, je prends l'exemple de Rome. L'exemple, il y a plein de Stolperstein à Rome. Je pense que vous avez tous vu si vous êtes allés à Rome. Donc, à Rome, ça a permis quand même de corriger 2 graves erreurs historiques. Donc, la première, c'est que la déportation du 16 août 1943, tout le monde pensait qu'il n'y avait que les Juifs du ghetto de Rome qui avaient été déportés. Or, en fait, grâce aux Stolperstein qui sont mis un peu partout dans Rome, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout le cas. Donc, ensuite, on pensait que les déportations s'étaient arrêtées en 43, début 44. En fait, c'est complètement faux. Et quand on voit les Stolperstein et les dates de déportation, on voit qu'en 45, il y a encore de déportation. Et donc, ça, c'est important parce que c'est de l'éducation dans la rue. Ça, c'est le fait que même des gens qui pensent avoir des connaissances sur la Shoah ou sur l'histoire de la Shoah romaine ou italienne peuvent avoir des idées fausses ou des stéréotypes. Et rien qu'en regardant ça, on arrive déjà à corriger quelque chose. Est-ce qu'il y a...
bon, on parle des juifs, mais vous avez parlé au début de Jordanie, des Roms, des choses comme ça. Oui. En France, il y a eu aussi des Roms qui ont été déportés. Non, il n'y a pas de déportation de Roms en France, absolument pas. Non, pas du tout. Ils étaient mis dans des camps. Ils étaient internés dans des camps. Ils sont restés très longtemps dans des camps internés, même après que la guerre soit terminée, on les a oubliés. Donc, ok, mais non, il n'y a pas de déportation française des Roms. Donc ça n'existe pas. Par contre, les deux départements, donc au nord, donc il y a eu en effet ceux qui habitaient vers l'île, ceux qui habitaient donc dans ces régions-là. Donc là, il y a des gens qui ont été déportés en effet. Donc là, oui. Si on était à Lille ou si on était... Oui, mais pour le reste de la France, non, il n'y a pas eu de déportation. Par contre... l'Alsace qui est devenue allemande, il y en a... Ouais. Là, non? Comment? L'Alsace qui est devenue allemande à ce moment-là. Oui. Il y en avait des Roms. Oui, absolument, mais là... Ils ont été déportés. Absolument, ils ont été déportés, tout à fait, oui, absolument. Mais à ce moment-là, c'était l'Allemagne, vous êtes bien d'accord. Donc, maintenant, par rapport à cette question que vous posez, elle est importante, parce que ça a été des débats, etc., c'est qui on prend en considération. Alors, toutes les victimes du nazisme sont prises en considération. Les homosexuels, Tous. Alors en fait... les handicapés... Alors, mais c'est... Pardon? Les communistes aussi. Oui, oulala, les communistes, oui. Alors, si vous regardez, par exemple, justement, l'Autriche, donc dans le cadre de l'Autriche, également, les politiques sont extrêmement importantes. Donc, en fait, les politiques sont pris en considération. Alors, c'est aussi pour ça que les syndicats ont beaucoup soutenu le projet. C'est par rapport à la question des politiques. Ensuite, il y a, donc, évidemment, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les témoins de Jéhovah aussi. Il y a eu un débat au-delà de la différence des victimes. Hein. Donc il y a eu un débat qui était encore beaucoup plus large, qui était de savoir si les gens doivent être morts ou pas, et pour pouvoir avoir une Stolperstein. Et en fait, Temnik a dit non, on peut être victime de la Shoah, avoir perdu toute sa famille, avoir sa vie qui a été complètement détruite, et ne pas pouvoir avoir une Stolperstein en disant, etc. Alors en fait, il n'y a pas que des gens qui sont morts. Il y a également des gens qui se sont suicidés. Il y a également des gens qui sont morts pendant le transport. Il y a des gens qui ont tout perdu et qui sont partis. Il y a les fusillés. Donc en fait, c'est beaucoup plus large que simplement... Voilà. Donc là, il y a eu aussi des débats en Allemagne, parce que dans certains endroits, on n'acceptait pas que les gens puissent être survivants. Il y a les enfants cachés aussi. Il y a énormément d'enfants cachés. Donc... enfants cachés, découverts. Oui. Enfin, c'était pas les enfants qui étaient cachés, c'était le fait qu'ils étaient juifs, on est d'accord. Voilà. Ok. Ensuite, les archives en question, c'est bon. Alors, pour les recherches de famille, donc merci Facebook. Importance pour les familles, surtout, c'est la libération de la parole. C'est-à-dire que tout à coup, les familles qui n'ont jamais parlé entre elles organisent des réunions auxquelles on participe pour présenter le projet et vont dire des choses à l'historienne, mais qu'ils n'ont jamais dit. Par exemple, témoignage, moi j'ai été bouleversée l'autre jour. Le père d'une des personnes qui participent à mon projet a vécu en 1938 l'antisémitisme à Strasbourg. Il avait 8 ans. Et donc, lui, il a vécu les arrachés de plaques de médecins juifs. Il a vécu les boutiques brisées parce que c'était des boutiques juives, etc. Et quand on a commencé à lui parler de ce projet de Stolperstein, lui, il a été à Drancy, etc., mais il est revenu. Et donc, en fait, il n'avait jamais parlé de ça à ses enfants. Jamais, 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 jamais. C'était le silence absolu. Et en fait, là, il a dit, moi, je suis contre les Stolperstein parce qu'ils vont taguer les trucs, et puis surtout, ils vont prendre les pierres et ils vont les jeter contre les maisons où habitent maintenant des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Donc, en fait, lui, quand il nous a raconté ça, c'était très émouvant. J'ai beaucoup regretté de ne pas... Parce qu'il y avait des petits-enfants qui étaient là. Il y avait 5 générations qui étaient présentes. Et donc là, c'était quelque chose de... Moi, je pense que c'était une œuvre historique, c'était un moment historique qui aurait été très important, je pense, pour les enfants et les petits-enfants de garder une trace de ce qui s'est fait là. C'était qu'à ce moment-là, c'était un cri, quand il l'a dit, mais un vrai cri.
Et vraiment, il fallait qu'il le dise. Et tout à coup, sa fille, qui, elle, a travaillé dans le projet Stolperstein, donc qui était vraiment, elle était là pour le convaincre. Elle était là pour dire, mais moi je veux que pour toute notre famille, on puisse avoir cette trace dans la rue et une réinsertion dans l'espace public, quelque part. C'est un tikkun haolam, hein, quelque part, d'une autre manière. Eh bien, en fait, cette parole libérée, elle a été incroyable pour le père aussi. C'est-à-dire que depuis qu'il a parlé, bah, il n'arrête plus de parler. C'est comme si on avait fait sauter un bouchon. Je sais pas, ouais, on a fait quelque chose qui fait que tout d'un coup, maintenant, il donne plein de détails, il raconte et il parle d'écrire un livre. Il parle d'être d'accord, de témoigner pour un livre. Et ça, c'est quelque chose qui était impensable il y a 3 mois. C'est un monsieur très âgé. Oui, très. Donc, se rencontrer. Donc, oui, se rencontrer par des membres de famille qui n'ont plus aucun en Australie, etc. Se retrouver, découvrir des nouvelles branches de famille et transmettre une mémoire familiale intergénérationnelle. Je dois dire que c'est la partie que je préfère dans ma recherche. Hein. C'est vraiment cette rencontre-là qui est quelque chose. Et quand vous avez trouvé, donc tout est un historique, qu'est-ce que vous en faites? C'est publié? Attendez. J'ai que 24 heures par jour. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que je vais... Qu'est-ce que vous envisagez alors? Voilà, merci. Donc, je travaille avec l'Université de Strasbourg et avec les archives départementales de Strasbourg qui vont là, on a 2 profs formidables. On a Audrey Kislewski à Strasbourg, et puis qui est dans le projet. Et puis, alors c'est elle qui m'a fourni les étudiants de Strasbourg. Hein. Donc, et puis, donc le fameux Allemand qui s'était fait rembarrer. Donc lui, il n'a pas été vacciné, il recommence. Du coup, en fait, l'idée, c'est de faire une base de données qui soit aux archives et à l'université. Honnêtement, moi, je pense que c'est bien, pour commencer. En Allemagne, tout est archivé dans une université où l'ensemble du projet, l'historique du projet, tout est conservé, etc. Moi, je pense que, honnêtement, ça devrait être le mémorial de la Shoah qu'il fasse vraiment, sincèrement. Parce que je crois que si on avait quelque chose de centralisé, donc pour tous les déportés français, on arriverait à avoir une conservation sur le long terme qui serait sécurisée. D'accord? Bon, okay. Vous avez l'air de... Enfin, on a l'impression que vous avez un problème vis-à-vis du mémorial. Ah non, c'est le contraire. Je dis que c'est eux qui seraient les meilleurs pour le faire. Non, mais oui, mais enfin, disons, un problème de relation. Aucun du tout, simplement. Pourquoi oui. Il refuse de le faire? Ah non, moi je l'aurais pas, j'y ai pensé en arrivant là. Ah bon, c'est ce truc. Non, pas du tout, j'y ai pensé en préparant ma conférence. Ah non, mais on est dans un work in progress, c'est ça le truc. Moi je suis en train de vous parler d'une recherche sur laquelle je travaille toute la journée depuis 1 an, mais en fait les choses sont en train de se faire. Quoi. Mais est-ce qu'ils savent que ça existe? Ben, je sais pas, mais je vais continuer à y réfléchir. Et puis, de toute façon, il y a cette exposition qui va venir à l'Assemblée nationale, donc ça sera à Paris. Donc je pense que là, il va y avoir toute une série de conférences qui vont être organisées. Il y a un colloque à l'Université de Berlin qui a lieu fin février. Il y a un colloque qu'on va organiser, nous, à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, au mois d'octobre, normalement. Donc du coup, en fait, les choses sont en train de se faire. Je vous parle de quelque chose qui est en train de se construire. Donc, toutes vos suggestions sont les bienvenues. Connaissez-vous le nombre de juifs en Allemagne en 1933? Non. Je ne sais plus. Et combien de juifs allemands ont été déportés ou tués comme ça? Alors, on va dire que le nombre de juifs... En Allemagne. Non, mais le nombre de juifs... Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé. Moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Mais moi, c'est plutôt les gens, mon truc. Mais la question qui m'a frappé, moi, c'est que dans les années 30, on n'a pas cru à ce qui se passait. Et on ne pouvait pas y croire. Et donc, du coup, on aurait pu partir. On a tout fait pour nous faire partir. En 30, il y a déjà qui sont partis. Oui, mais pas beaucoup si on regarde les chiffres. Jusqu'en 38. 38, c'est différent.
attention, 38, il y a une Après, la accélération. nuit de On est cristal, il y a- d'accord. La nuit de cristal, c'est d'accord. La conférence des viands aussi. Ok. Mais malgré tout, on va dire qu'entre 33 et 38, il y a quand même assez peu de gens qui partent. Bon. Ensuite, après, bah, c'est trop tard quelque part. Après, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai travaillé à Berlin, quand on a visité Berlin, pardon, eh bien, ce qui m'a frappé en visitant la synagogue l'Oranienstrasse, vous l'avez vu? Oui, mais moi, je n'ai pas pu la visiter, elle n'était pas terminée. Quand même. Oui, alors retournez-y. Franchement, Daniel, il faut y aller. Parce que. On craint qu'il y a des juifs, d'ailleurs. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette synagogue? C'est que vous avez des sortes de tiroirs qu'on ouvre où il y a des témoignages de personnes qui ont vécu autour. Okay. Et en particulier, il y a eu une vie juive extrêmement active très très tardivement. C'est-à-dire qu'on est encore, nous on pense que Berlin est le cœur en fait, enfin oui Berlin, et en fait on est en 43, on est en 44, il y a encore une vie juive, il y a encore des choses. Et curieusement, ça n'a pas été bombardé ce point-là, curieusement. Donc pour nous c'est surprenant parce qu'on a une vision de la Shoah, on pense 42 les déportations, on pense au Veldiv, on pense de ce qui se passe un peu partout. Bon, 44, bon, il reste la Hongrie, mais je veux dire pour le reste. Et là, à Berlin, on est au centre, on est au cœur du cyclone, et là, on peut continuer à avoir une vie juive, bon, évidemment, ça ne pas Surtout ceux qui étaient mariés avec une catholique ou une protestante. Oui, alors ça, vous avez raison. Ça, c'est encore un gros pas. Ça, c'est encore autre chose. Hein. La Rosenstrasse. Non, c'est pas ça, c'est pas une association chose. très puissante et très riche. Ouais. Dans le monde, paraît-il, hein, c'est ce qu'on voit. Non, ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est que on va dire que c'est deux sujets différents parce que le sujet des mariages mixtes, c'est tout à fait autre chose. Il y a un très beau livre là-dessus, il y a un très beau témoignage. C'est le témoignage d'une femme médecin qui est juive et qui est mariée avec un médecin non juif. Et ils ont 5 enfants. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Non. Ah, c'est génial. Alors ce livre, c'est cette histoire où donc au début ils sont amoureux, tout va bien, ils font leurs études ensemble. C'est elle qui est juive. Oui, oui. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Donc ses enfants sont juifs. Oui, mais tant qu'ils sont mariés, tout va bien. Malheureusement, ils tombent amoureux de la babysitter. Et donc, qui elle... oui, mais là, la question elle est que s'il divorce, il sait très bien que sa femme va finir à Auschwitz. Pas les enfants. Non, pas les enfants. Les enfants, non. Les enfants sont dans la Wehrmacht, ils sont dans plein de trucs, mais ils sont pas... Non, non. Comme juifs, alors, parce que c'est Ben oui, mais en fait, donc il y avait... les enfants n'ont pas du tout, absolument pas été inquiétés, absolument pas. Il faut dire qu'ils divorcent en 44 et demi. Hein. Donc on est dans quelque chose, on est tout à fait à la fin de la guerre. Mais donc oui, quand on vit dans un mariage mixte, les juifs sont sauvés, ok, et qui ne divorcent pas. Mais par contre, c'est pas le cas pour les tziganes dont on parlait tout à l'heure, pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que, en fait, si vous êtes tzigane, vous êtes dans cette... ok, si vous faites un mariage mixte, à ce moment-là, ben, vous êtes dégradé de votre arianité. Ou descendant d'un mariage mixte, même chose. Ouais, pollué. Oui, ça va me revenir. Mais autrement, je vais demander... on va se retourner dans des trucs, et puis lui, il va me dire, tu te rappelles? Il faut qu'on lui envoie. On lui envoie, ouais, d'accord. Il y a eu la grosse manifestation des femmes. Oui, Rosenstrasse. La Rosenstrasse, Absolument. qui était extraordinaire, parce que c'est une des rares fois où ils ont été obligés de céder. Hein. Non, moi je dirais pas ça comme ça, Daniel. Je dirais que quand on a eu de la résistance dans le nazisme, eh bien on a aussi eu parfois le fait que ça a lâché. Exemple, le T4, programme T4. Ah oui, ils étaient à la fin. D'accord, ils étaient à la fin, ils étaient d'accord à la fin, mais ils ont quand même officiellement, je suis d'accord, mais quand même, quand il y a eu, non c'est pas, je crois pas que c'est le Vatican, c'était les Allemands, donc quand, bon je suis pas sûre, donc à ce moment-là, il y a eu quand même un truc où officiellement ils ont arrêté. Quand les femmes ont dit rendez-nous nos maris, et bien là ils ont reculé, ils les ont libérés, etc. Bon, le plus bel exemple pour l'histoire des mariages mixtes, c'est bien sûr donc Klemperer. Avec bien sûr. Ah oui, ça c'est très beau. Ouais. Bon, alors on continue avec
dimension de l'histoire orale, donc c'est ce que demandait monsieur, pourquoi on ferait de l'histoire orale? Ben pour faire des interviews des descendants qui ont encore connu les personnes déportées, ou qui connaissent précisément leur histoire, et qui ont en moyenne beaucoup plus que 80 ans aujourd'hui. Ah bah oui. Et donc, ça c'est des sauvegages de données en last minute, en dernière minute. Si on ne le fait pas cette année, si on ne le fait pas l'année prochaine, c'est foutu. Ah oui, oui. Voilà. Donc la dimension pédagogique. Donc là, c'est... Voilà. Enseigner la Shoah plus sereinement, c'est pour revenir à ce que disait Daniel tout à l'heure, parce que tout d'un coup, les élèves ont l'impression que ça les concerne. Pourquoi? Parce que c'est du local. Parce que les gens habitaient à côté de chez eux, parce qu'ils avaient les mêmes parcs, ils utilisaient les mêmes lieux. Et puis c'est aussi une découverte du métier d'historien, qui est quand même un métier formidable, qui est un métier finalement de détective. Quand on est historien, on doit chercher des sources, on doit faire des enquêtes, on doit essayer de trouver des infos. Et puis surtout, c'est prendre conscience qu'on est des citoyens, et prendre conscience qu'on est des acteurs de l'histoire. Que finalement, l'histoire, c'est pas juste des dates, c'est pas juste quelque chose qui nous concerne pas, c'est que nous-mêmes, bientôt, on sera des sujets de l'histoire dans 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 150 ans. Et ce projet citoyen, c'est aussi quelque chose qui les motive par rapport au fait de faire quelque chose d'utile dans la vie. Donc, pourquoi les difficultés au niveau des recherches? C'est pas forcément des personnalités connues, puisque là, après les choix, on va discuter. Alors que, difficulté à retrouver des descendants. Comment j'ai choisi mes 20? Alors, mes 20, ça a été un crève... 20 sur 850, comment on choisit? On choisit en fonction... Moi, j'ai choisi les gens qui avaient des descendants. J'ai choisi tous les milieux politiques, tous les milieux religieux. Et puis, également... qu'est-ce que j'ai pris comme critère? Tous les âges, du bébé jusqu'au grand-père. Parfois difficulté à trouver des descendants, et puis c'est un sacré défi, c'est pour chercher toutes les sources disponibles, mais là, grâce à notre archiviste, on est très aidés. Alors les secrets de famille, divergence de vue, peur de l'antisémitisme actuel et désir de ne pas faire parler de soi, ça c'est quelque chose d'alsacien en particulier. Donc on a peur justement d'apparaître peut-être dans la presse ou ailleurs. Et donc par exemple, il y a une partie des gens aussi qui ne veulent pas que ce soit un Allemand qui pose une Stolperstein pour eux. Donc du coup, et ils ne veulent pas non plus que la communauté soit présente. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je fais en deux parties. Donc la première partie, c'est en présence de l'allemand qui pose sa Stolperstein, et puis la deuxième partie, c'est sans l'allemand et sans la présence de la communauté. Donc après, je fais en fonction de chacun, et puis en fonction de... L'allemand, c'est celui qui a fabriqué... Oui, c'est quand même son idée au départ. Oui, son idée. Donc voilà, ça je vous donne l'exemple de cette famille donc en Italie, parce que je voulais vous lire un témoignage, mais je ne crois pas que j'aurai le temps. C'est le témoignage de la voisine qui explique ce que ça a changé dans sa vie, d'avoir une Stolperstein devant chez elle. Donc, si je le retrouve, mais bon. Voilà, j'ai été très émue par les 3 pierres que j'ai trouvées sur le trottoir de la rue où j'habite, rue Giovanni. J'avais entendu parler des rafles du 16 donc à Rome, et qu'elles avaient certainement été au-delà du ghetto, mais trouver 3 pierres justement dans ma rue, dont l'une pour un enfant de 9 ans m'a beaucoup secouée. J'ai été horrifiée en m'imaginant vivre dans cette rue en 43. Et entendre les camions qui venaient prendre les voisins que je ne connaissais peut-être de vue, même si je vis quelques numéros plus loin. Et ne pas les revoir, en sachant que les nazis étaient venus les prendre, peut-être aidés encore par des Italiens pour les identifier. Je me suis demandé même si j'aurais eu le courage de les cacher chez moi, si j'avais été informée de la rafle à l'avance, ou si j'aurais pu les aider d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est le type de questionnement qu'on attend, c'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment l'objectif. Donc, bon. Donc les réactions en Allemagne, 95% des gens sont pour le projet, 5% contre, idem en Italie. Les arguments, c'est oui. Vous parlez pas des juifs? Non. Alors les juifs, on est à 99,99999% oui. Oui, ça c'est vrai. Par contre, là on est chez la population globale. Donc les arguments, c'est on ne veut pas vivre avec des fantômes. Alors devant chez soi, si on a toujours des fantômes devant chez soi, on ne veut pas. On ne veut pas traumatiser nos enfants. Il faut passer à autre chose.
Ça dévalorise la maison devant laquelle sont posés les Stolperstein. Alors là, il y a un cas à Cologne qui est extraordinaire. Il y a un type qui a des Stolperstein devant chez lui et qui fait un procès à la ville. Donc, premier procès à la ville, donc il dit « Ma maison a été dévaluée de 100 000 euros. Donc, du coup, soit vous m'enlevez ces Stolperstein, soit vous me dédommagez des 100 000 euros. » Donc là, il se fait rembarrer. Donc, on lui dit « Écoutez, ça, c'est pas chez vous, c'est le trottoir. Donc, le trottoir, ça ne vous appartient pas. Donc, ok. Ensuite, c'est quelque chose qui a été offert pour la mémoire. Donc, en fait, il est hors de question qu'on enlève ces Stolperstein. Il fait un recours. Et après ce recours, alors là, il va dire que... qu'est-ce qui est le deuxième argument? Ah oui, son jardin. C'est-à-dire qu'il avait un magnifique jardin, et qu'avant, les gens venaient, ils regardaient le jardin, et que maintenant qu'il y a des Stolperstein, ils regardent les Stolperstein, et son jardin, il passe complètement inaperçu. Donc voilà. Donc, ok, perdu deuxième procès. Troisième procès, il continue, et là, on lui a dit, vous arrêtez, c'est fini, quoi. On n'enlèvera pas ces Stolperstein. Donc, bon. Mais ça, c'est un cas... Alors, est-ce qu'il y a eu des Stolperstein qui ont été Oui. vandalisés, retirés? Oui. Alors, il y a 3 cas. Alors, il y a un cas en Italie où elles ont été volées. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que la police le déclare comme un vol de matériel à cause du laiton brillant. Or, ça vaut 5 centimes. À peu près. Le laiton brillant, donc c'est pas un vol pour le laiton. Hein. Oui, mais donc, quel coup, cet exemple. C'est mal, celle-là, ouais. Je vais la rajouter dans mon texte, celle-là, je n'ai pas pensé. Donc, ensuite, l'autre chose, c'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on les a volés? Du coup, il y a eu évidemment un article dans la presse. Et donc, les voisins ont dit, est-ce que 1000 euros, ça suffit? Ils ont dit, attendez, ça ne coûte pas 1000 euros, ça coûte 120 euros. Et donc, du coup, au lieu d'en avoir un tout petit nombre, il y a eu une telle souscription populaire qu'ils ont pu en mettre 30 de plus. Ok. Deuxième élément, ça c'est en Allemagne. Donc ça c'est un endroit, alors en Allemagne, il y a quand même des petits problèmes avec l'extrême droite actuellement. Donc l'extrême droite... Ouais. Et donc, du coup, en fait, ils ont piqué les Stolperstein, et puis ils les ont lancés dans la mairie, où il y avait une exposition contre l'extrême droite. Et donc, du coup, donc ça, ils ont fait 2 fois de suite. Et donc la police est intervenue, et puis on n'a jamais trouvé, évidemment, les coupables. On va dire que l'association a offert de redonner gratuitement des Stolperstein. Là, je cherche justement, ça va revenir. Donc voilà. Et puis en Belgique, il y a eu aussi un cas. Mais en Belgique, ça c'est les mouvements anti-israéliens. Chez les Flamands, non? Non. En Belgique, il y a quand même un mouvement, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'aller vous balader à Bruxelles, mais il y a quand même des mouvements pro-palestiniens extrêmement actifs qui sont assez violents à Bruxelles. Donc en fait, c'est quand même quelque chose... on ne sait pas qui a pris ces Stolperstein. Toujours est-il que ça fait la même chose que Rome, c'est-à-dire que les gens autour ont dit mais est-ce qu'on peut payer quelque chose, est-ce qu'on peut, etc. Et puis du coup, on a eu beaucoup plus de Stolperstein que celles qui ont été volées. Donc c'est la même chose que nous. Mais ça, il faut le faire savoir à titre de droit. Si on vole un Stolperstein, il faut des petits. C'est vrai, je vais le rajouter aussi. Okay. Donc pourquoi... Oui, pardon. Mais pardon, elles sont placées comment? Elles sont scellées? Oui, scellées, absolument. Je vous remonte le petit dessin là. Hop, voyez. Alors, voyez ici. Donc, autour, on met du béton. Et puis, normalement, autour, il y a d'autres petits pavés. Donc, ou bien on le met alors dans le trottoir carrément. Donc, on fait un trou. Et puis ensuite, dessus, donc là, il est en train de frapper un tout petit peu. Donc, alors lui, il se balade toujours avec son marteau-piqueur, une sorte de petit seau pour faire son béton. Et puis un truc pour aplatir après, et un truc pour frotter. On va parler de frotter. Parce que frotter, ça va être important pour les gens qui étaient contre, parce qu'ils avaient peur qu'on marche dessus. Mais on va voir qu'en fait, ça a été prévu dès le début. Donc, alors pourquoi la France est tellement en retard? Donc, actuellement, nous, on a moins de 50 Stolperstein sur notre territoire français, alors qu'en Belgique, on a plus de 500. Alors, la Belgique, la situation est quand même relativement proche au niveau de la responsabilité des autorités politiques, au niveau de la collaboration. La différence, c'est qu'en France,
25% de la communauté juive a été détruite, 40%, pardon, pas en Allemagne, en Belgique, pardon. Ensuite, ce qui est différent, par contre, ce qui est extrêmement différent, c'est la reconnaissance publique de la responsabilité de l'État français. C'est-à-dire que nous, ça a déjà commencé tôt, quelque part. Nous, on a trouvé que c'était très tard, mais en fait, par rapport aux autres pays, c'est très tôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, vous pensez tous à la déclaration de Chirac en 95. Or, 10 ans avant, il y avait déjà eu une déclaration qu'on n'a pas entendue. Et c'est intéressant, parce qu'il faut déjà on va le dire, c'est qu'il faut que les choses soient dites 2 fois pour que la deuxième fois, ça rentre. Alors, il avait déjà parlé de cette responsabilité, mais à l'époque, on n'était pas prêt de l'entendre. On n'était pas prêt de comprendre ce qu'il était en train de dire. Reprenez le texte de 1986. La déclaration qui est faite en 1986 au Veldiv, il le dit déjà. Mais Chirac, oui. en tant que maire de Paris. Oui, oui. Et c'était pas... On l'a pas entendu. Moi, je veux dire, à cette époque-là, je travaillais déjà sur le sujet, etc. Ça m'est complètement passé à côté. Ouais. Alors ensuite, la différence, c'est que c'est seulement en 2012, qu'en Belgique, les excuses publiques de la part du gouvernement ont été faites. Donc ça fait quand même 20 ans d'écart, hein, même 25 ans d'écart. Alors quelle est la différence? C'est que chez nous, c'est venu d'en haut, les excuses publiques. C'est venu des autorités, du gouvernement. Oui. Et puis par contre, en Belgique, il y avait une non-reconnaissance des autorités, une non-reconnaissance du gouvernement, qui a fait que se sont développés des mouvements associatifs très importants, comme qui sont venus après l'AMS, l'Association pour la mémoire de la Shoah, qui s'appelait autrement avant RMS, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, qui s'occupe de gérer les demandes pour l'organisation de la pause des Stolperstein. Tout est cadré, tout est organisé, toutes les demandes. C'est quand même un peu compliqué. Hein. Pour remplir les dossiers, je peux vous dire qu'on se prend quand même un peu la tête. Et là, vous parlez de la Belgique, mais la Belgique, c'est 2 pays. Il y a les Flamands et il y a les Wallons. C'est pas pareil. Oui, mais des 2 côtés, il y a des Stolperstein. Moi, je pense par exemple à Anvers. Les Flamands sont très antisémites. Oui, mais donc à Anvers, je sais pas. Mais à Anvers, en tous les cas, par exemple, il y a la famille tu sais, notre copain commun là, qui est de Bruxelles, tu sais, qui s'occupait qui est communiste. Comment il s'appelle? Souskin, voilà. Donc toute la famille de Souskin, par exemple, Suskind a eu des Stolperstein l'année dernière. Donc si vous suivez un petit peu The Time of Israel, vous avez plein d'informations sur les Stolperstein tout le temps, mais si vous ne connaissez pas le sujet, en fait, vous passez dessus et vous ne voyez pas que c'est des informations qui sont importantes. Alors ensuite, il y a l'extrême droite en France, qui a... Aussi en Belgique. Pardon? En Belgique, de même temps. L'extrême droite. Oui, mais ils ne sont pas actifs de la même manière. C'est-à-dire que là, attention, nous par contre, je dirais que c'est du préventif, c'est vachement intéressant. C'est que, en fait, chez nous, c'est les maires qui doivent donner l'autorisation. C'est la mairie. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mairie, elle n'a pas envie de se mouiller. Et en particulier par rapport à un problème qui est la laïcité. Et la laïcité, c'est le seul pays au monde, il y a 22 pays qui ont des Stolperstein, le seul pays au monde où il y a un problème avec la laïcité, c'est la France. C'est au nom de la laïcité qu'on refuse de mettre des Stolperstein. Mais c'est dément, parce que sur une Stolperstein, c'est pas marqué juif, mais c'est... Pardon? Ça a été plaidé, ça? Ah oui, c'était plaidé, oui. Et donc, alors, ils ont donné raison? Mais non, ils ont perdu. Mais non, ils ont perdu. Parce que là, on parle de juifs, on ne parle pas de religion juive. Ben, absolument pas. Et puis des victimes, en plus, on prend toutes les catégories de victimes. Et en plus, c'est pas marqué juif dessus. Donc, je veux dire, c'est impensable comme argument. Alors ensuite, on pense plutôt que c'est la reconnaissance de la responsabilité de la France qui est venue du haut, et que peut-être en bas, ça traîne un peu. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y aurait une vitesse publique, politique, relations internationales, task force internationale, diplomatie de la mémoire, de la Shoah, et puis une vitesse peut-être où dans les villes, au niveau plus local, au niveau plus politique, au niveau, etc., les maires... C'est la truc de pas être réélu. Voilà, c'est ça, en gros. Ensuite, alors le concept et ses avantages. Premièrement, je crois que c'est important que ce soit venu d'un Allemand. Deuxièmement, la dimension de la Stolperstein,
c'est un tout petit élément. C'est humain, pourquoi? Parce que c'est chaque fois, parce que si moi je vous dis 6 millions, vous ne pouvez pas avoir 6 millions dans vos yeux, c'est pas possible. Si on voit 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, on se rend compte de ce qu'a été la Shoah. C'est complètement différent. Cette réhumanisation aussi, c'est le nom. Ici, vivait. Donc c'est la vie, c'est pas la mort au départ, c'est qu'on était en vie, et c'était ici. Ça c'est le texte, hein. Ici vivait, ici habitait par exemple. Ensuite la proximité, donc on n'est pas dans quelque chose qui s'est passé en Pologne, on n'est pas dans quelque chose qui s'est passé à l'autre bout de l'Europe, ça s'est passé devant chez nous. Décentralisation et diffuse, c'est plus un mémorial, d'habitude on a un mémorial qui est une sorte de grand truc quelque part, symbolique, mais là on est dans quelque chose qui est comme la Shoah, c'est-à-dire qui s'est développé partout en Europe, et on ne pouvait pas fuir, et on ne pouvait pas échapper. Ça on le voit très bien aussi d'une autre manière, c'est si vous avez une fois un plan de tous les camps qui existaient en 1942, 43, 44. Vous savez, une sorte de carte de toute l'Europe avec tous les camps, les types de camps. Et là, vous comprenez immédiatement que c'était impossible de passer à travers. C'est visuel même, c'est quelque chose de visuel. C'est un enseignement qui est visuel. C'est une mémoire mosaïque, alors mosaïque évidemment dans tous les sens du terme. Mosaïque aussi parce que mosaïque dans le sens où c'est une pierre plus une pierre plus une pierre qui va créer une mosaïque. Espace public, espace privé, très important. On est dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on réinsère dans l'espace public des personnes privées qui ont été, à cause d'une politique publique, exclues, dénaturalisées quelque part, on leur a enlevé une nationalité. Et maintenant on les réinsère dans cet espace public. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ça sur une maison. C'est parce qu'il faut les remettre dans la rue. Parce que c'est là où il y a eu aussi des rafles. C'est là où ils n'avaient plus le droit d'aller, c'est là où, etc. Donc je pense que symboliquement, le fait d'être sur le trottoir et dans la rue, il est fondamental. Parce que c'est aussi là que tout s'est joué. Parce que tant qu'on était chez soi, ok, on avait un chez soi. Et pourquoi est-ce qu'on prend le dernier lieu d'habitation? Parce qu'un jour, on est sorti pour la dernière fois. Et on a franchi ce seuil. Et c'est ce seuil-là qui est marqué. C'est le seuil entre la normalité, la vie de tous les jours, le quotidien, et le fait qu'on a franchi un jour quelque chose et que c'est défini. Je veux dire, par exemple, ceux qui, de Strasbourg, qui sont allés à Périgueux, qui se sont fait arrêter à Périgueux, les Stoppelstam doivent être à Strasbourg, plutôt qu'à Périgueux. Périgueux sont que de passage. Bon, je pense que pour la France, le problème ne va pas se poser, parce qu'on ne va pas se battre pour les Stolperstein, mais dans d'autres pays, il y a des gens qui en ont 3-4 de Stolperstein, parce qu'ils en ont une à l'endroit où ils ont habité, on va dire, toutes les années 30, on va dire, pour simplifier, ce qui est faux. Après, il y a l'endroit où ils se sont réfugiés, etc. Donc, voilà, en France, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas ce problème-là. Alors, un monument et un contre-monument. C'est un contre-monument. Parce que quand on parle de monument, on parle de quelque chose de monumental. Or, un petit carré comme ça, un petit pavé, c'est pas monumental. Mais c'est un contre-monument. Alors, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je vais vous montrer d'autres exemples de Sarrebruck en particulier. Je vais vous montrer... je vais dépasser un peu mon horaire, je suis désolée. Il ferme la clé après ou on peut encore sortir? On peut encore sortir. Sinon, on reste jusqu'à demain 8h. Oui, voilà, c'est vraiment bien. Alors, en fait, c'est le lien, lien entre passé et présent, lien entre l'histoire de vie et l'histoire avec un grand H, et pourquoi de l'aptonomie mémorielle. Qu'est-ce que c'est l'aptonomie? Alors, l'aptonomie, c'est quelque chose qui a été inventé par un survivant de la Shoah qui s'appelait Waldman, qui a essayé de comprendre pourquoi son frère était devenu musulman et était mort. Le musulman, ce qu'on appelle dans les camps. Hein. Oui, voilà, oui, okay, bon. Donc, je ne veux pas qu'il ait mal entendu. Et donc, en fait, la question, c'est le toucher. C'est-à-dire que la différence, c'est le contact. C'est-à-dire qu'en fait, le développement, qui est maintenant une méthode thérapeutique, l'aptonomie, qu'on utilise par exemple quand des gens font une dépression, ou bien donc pour les bébés, etc., donc pour les femmes enceintes. Alors cette méthode, c'était que ce qu'il a trouvé, c'est que la différence entre lui et son frère, ils avaient eu les mêmes parents, la même nourriture, la même éducation, etc. Il y en a un qui s'est posé comme ça et qui a plus eu de contact physique avec les autres.
les a plus regardés, qu'il leur a plus parlé, qu'il les a plus touchés. Et qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'il est devenu musulman et qu'il est mort. Ça, c'est un truc, encore, je vais faire rapidement, j'aurais pu faire 2 heures. Deuxième chose, c'est que, en fait, cette autonomie, c'est quelque chose qui, après, il a voulu comprendre, d'en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'était le côté négatif, c'est-à-dire que les gens sont morts. Et l'idée, c'est que des gens qui sont dans une situation où ils n'arrivent pas à se réparer psychiquement, eh bien, ils utilisent le toucher pour pouvoir se réparer psychiquement. Alors, c'est une méthode qui s'est développée dans les années 50 à Paris, puisqu'après la Shoah, il est venu vivre à Paris. Et c'est une méthode qui a eu un immense succès dans d'autres pays que la France. En France, c'est assez peu connu, sauf pour les bébés. Mais voilà. Donc, l'autonomie mémorielle, c'est quel est l'impact du fait de toucher avec le pied? On touche quelque chose, on touche avec les yeux, on regarde avec les yeux, et quel est l'impact que ça a sur la personne qui est le bystander, c'est-à-dire le passant. Rapidement, cette réinsertion, on l'a vu, c'est une initiative qui vient du bas et pas des autorités. Différence avec le monument aux morts, il y a de grandes discussions en France parce qu'on voulait mettre ça devant les monuments aux morts et il a dit non, il ne veut pas qu'on mélange un monument aux morts, c'est pas une tombe, il ne s'agit pas d'une tombe. Et là, donc après, les citoyens donc, sont impliqués, réflexion sur la position du bystander et l'importance. Alors on va me dire oui, mais celui qui ne veut pas les voir, il ne les voit pas. D'accord. Mais celui-là, déjà, et bien, du coup, il peut voir ce que c'est que d'être un bystander et de dire quand il s'est passé quelque chose, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas voulu voir et qui sont passés à côté. Et en ça, même le fait de ne pas regarder les Stolperstein, c'est quelque chose qui en soi est en lien avec le sujet. Ensuite, donc micro-histoire, d'Ibra et Anim, l'importance aussi de la vie de tous les jours dans l'histoire, c'est-à-dire les petits faits vrais de la vie, comme disait Dominique Arenschnepper. Cette mémoire, elle est vivante parce qu'elle est rendue vivante par le passant. C'est celui qui voit, qui rend vivante ce document. Et on va atteindre l'homme de la rue même s'il n'en a pas conscience. C'est-à-dire que même s'il ne connaît rien sur la Shoah, il va passer et inconsciemment, il va voir ces Stolperstein 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Donc en fait, quelque part, même si on l'a préparé à quelque chose, et peut-être que le jour où il y aura une émission qu'il va regarder parce que tout à coup, il s'est trompé de chaîne et qu'il voulait regarder le foot, mais que tout d'un coup, il tombe sur une émission qui va tout d'un coup lui faire lien avec ce qu'on a préparé pendant 10 fois qu'il est passé devant, eh bien, fera qu'on a une chance qu'il puisse apprendre quelque chose. Alors, ensuite, donc on était dans le Tikkun Haolam. Alors, alors là, c'est un chercheur. Si vous devez lire une seule chose là-dessus, c'est James Young, qui est un chercheur que j'adore, qui est un chercheur donc new-yorkais, qui a beaucoup travaillé sur tous les monuments de la Shoah en particulier. Et là, je vous montre rapidement le premier monument qui ressemble à celui des Stolperstein, c'est le monument invisible de Saarbrück. Alors, dans ce monument invisible, on a pris 2146 pavés sur les 8000 qui existent, et dessous, on a inscrit au hasard les noms des cimetières qui avaient disparu en 1939 pendant la Shoah. Donc, qui existaient en 1939 et qui ont disparu en Allemagne pendant la Shoah. Alors ça s'appelle donc, c'est l'ancêtre en fait quelque part, sauf que c'est différent parce qu'il est invisible le monument. Donc ça je pourrais vous en parler 1 heure. Vous le connaissez tous celui-là, Budapest, donc j'en parle pas. Celui-là vous le connaissez? Berlin, il faut absolument le voir celui-là, c'est très important. Ça s'appelle la chambre abandonnée. Et en fait c'est exactement au même moment que les Stolperstein se développent. Et ça, c'est un mémorial qui travaille sur... Vous tombez dessus par hasard, hein, il est indiqué nulle part. Donc vous êtes dans une rue et tout d'un coup vous tombez là-dessus. Vous avez juste envie, c'est de relever la chaise. Et puis tout d'un coup, vous voyez que tout autour, il y a des textes de poèmes. Et ces poèmes, c'est des poèmes sur les chambres à gaz. Et donc là, tout d'un coup, vous comprenez de quoi il est question. Alors ensuite, ça, c'est des nouveaux monuments qui ont été développés. Ça c'est marqué, tout ce qui était interdit, toutes les interdictions que les juifs pouvaient avoir. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en couleur de l'autre côté les dessins pour que les gens, au cas où ils ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui sont plus visuels, qu'ils aient quand même, voilà. Alors
Alors celui-là, c'est un monument qui est important, Berlin. 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 Mais ce que vous savez sans doute pas, c'est que ce monument, il a fallu plus de 10 ans pour le décider, le construire, etc. Et il y avait un autre qui était là, celui qui était un monument vivant. Et ce monument vivant, c'était l'idée que, au lieu de faire un monument, on ferait un arrêt de bus à cet endroit. Et cet arrêt de bus, il y aurait tous les jours des bus qui partiraient pour Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Wannsee, etc., tous les camps, et que ce serait gratuit, payé par la ville, et que ce serait en fait une mémoire vivante pour aller voir sur place. Ensuite, il y avait une deuxième possibilité qui était proposée, c'était quelqu'un qui voulait faire, ça c'est, tu connais ? Non, faux, c'est Berlin aussi. Donc ça c'est le mémorial qui a été fait donc, pour les Tziganes. Et vous avez tout autour sur les pierres donc les noms des lieux où ils sont disparus. Bye bye Daniel. Okay. Ensuite, la mémorial de la Shoah, vous connaissez tous. Donc là, vous avez de nouveau le mur des noms. Alors il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a eu une idée et un projet du mur des noms, mais qu'il y a un gros problème en Alsace, c'est les malgré nous. Donc en fait, bah oui. Et donc, du coup, en fait, les malgré nous, ils voulaient aussi avoir leur nom sur le mur des victimes, et que du coup, c'était pas possible de mettre sur le même mur les victimes juives et les malgré nous, et donc, du coup, le projet a échoué, heureusement. Et donc, c'est comme ça que le projet Stolperstein a aussi été freiné. On continue, alors ça, c'est Vienne, quand vous irez à Vienne. Votre voyage à Vienne, regardez, Vienne, et ben voilà, c'est devant l'Albertina. Donc ça c'est le musée, devant le musée. Et ne le ratez pas, c'est entre l'Albertina et l'office de tourisme. Non, c'est quoi, c'est une mallette? Non, c'est un monsieur qui est en train de nettoyer le sol. Et ça c'est très important. Pardon? Ah bah il y a des années, ça fait des années qu'il est là. Mais les gens ils passent à côté puis ils ne le voient pas celui-là par contre, je ne sais pas pourquoi. Ah c'est vrai, on était frappés parce qu'on attendait quelqu'un qui était à l'office du tourisme, on regardait, les gens passaient, ils ne le voyaient pas. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que donc là on voit l'humiliation, le devoir nettoyer machin, etc. Et que font maintenant les gens? Eh bien ils nettoient les Stolperstein. Et donc il y a des associations, et c'est 3 fois par an, les nettoyages organisés de Stolperstein, avec lecture des récits de vie. C'est pour ça qu'il faut avoir le récit de vie de la personne. Et on met en même temps, il y a une bougie, etc. Donc il y a toutes des activités de nettoyage. C'est pour ça qu'on parle de réparation, de tikkun haolam. C'est-à-dire, on ne parle pas de revanche, on parle de quelque chose où on répare. Ensuite, donc celui-là, vous l'avez reconnu. Celui-là, c'est Budapest. Donc juste derrière la synagogue de Rémy. Ça c'est un Varga. Varga, vous vous rappelez peut-être de l'arbre avec voilà, il est à côté, juste à côté, c'est la deuxième œuvre de Varga. Ensuite, ça c'est Miami. Donc là c'est, bon, je vais vite, tant pis. Hop, je vais terminer. Ouais, quand même, bon, tant pis, je vous dirai une prochaine fois. Pourquoi je me suis engagée dans ce projet, peut-être, ouais, quand même. Parce que moi j'ai travaillé au Conseil de l'Europe, sur la diplomatie de la mémoire de la Shoah pendant des années, et je travaillais justement avec plutôt des gens qui dirigeaient, enfin on était plus dans ce niveau-là, niveau politique. Et je me suis toujours interrogée sur comment faire pour que les gens du peuple, ce soit eux qu'on touche. Parce qu'en fait, finalement, quand même, cette fracture qui existe entre les dirigeants, les intellectuels et puis le reste de la société, c'est quand même un problème, parce que le jour où il y a un vrai problème, c'est ces gens-là qui vont nous cacher. C'est quand même ces gens-là qui vont nous sauver, ou c'est quand même ces gens-là qui vont nous dénoncer, ou c'est quand même ces gens-là qui vont nous assassiner. Donc je pense que c'est quand même ceux-là vers qui il faudrait qu'on se tourne. Et que si on fait de l'enseignement, il faut aussi qu'on aille surtout en direction d'eux. Et je pense que justement ce projet-là, c'est un projet dans lequel on part justement du local et on va vers le local. J'avais 1000 autres choses à vous dire, mais